this group Bresh that found me somehow they're just fantastic and completely full of surprises and a curiosity, a willingness, and then a depth in their artistry and approach that is just delightful, and I'm so grateful to be here. So thank you for coming tonight. Vous venez d'entendre un extrait de Nora Bateson lors de la première conférence grand public de Bresh. Vous entendrez dans ce podcast une conversation entre Hélène Gauthier et Charlotte Biddle, les deux cofondatrices de Bresh, qui vont discuter de l'émergence du projet, des idées et des réflexions qui ont donné forme à cette première année chez Bresh. Comme fil conducteur, au travers de cette discussion, vous entendrez des extraits des conversations et de la musique qui ont lieu dans le cadre du premier cycle thématique qui porte sur la présence. Je vous souhaite une bonne écoute. Oui. Ça marche. Bon. Allô, Hélène. Allô, Charlotte. Alors, c'est notre premier podcast. C'est aujourd'hui qu'on casse la glace. Exact. Puis là, on est à la Cité, dans notre bureau. Belle journée de soleil, quand même printanière. On est comme c'est une belle journée pour faire ça. Puis on va se lancer dans ce premier podcast-là sur qu'est-ce que Bresh. Alors, on est juste toutes les deux pour ce premier podcast-là, mais après ça va prendre différentes formes. On avait le goût d'y aller avec un podcast qui allait un peu pouvoir expliquer c'est quoi ce projet, d'où il vient, pourquoi. Nous présenter. Oui, notre intention, d'où c'est venu, ses origines, son ambition, parce que c'est un projet assez ambitieux, on peut dire, à notre époque. Donc, c'est ça, les objectifs du podcast, c'était vraiment de faire connaître la mission de Bresh, de partager les réflexions sur la première thématique qui nous a occupés pendant la première année, c'est-à-dire celle de la présence. Puis aussi d'explorer différents médiums pour permettre de rejoindre différents publics qui autrement sont pas nécessairement accessibles, puis de le faire autant en français qu'en anglais. Puis je pense que c'est ça. Il y a quand même aussi cette idée-là de, dans ce podcast-là, d'avoir un fil conducteur. Fait qu'en tout cas, pour nos premiers podcasts, l'idée, ça va être d'aller chercher aussi des extraits de nos conversations qu'on a menées en 2024 pour susciter la conversation, susciter la réflexion dans le cadre de discussion là, qu'on va enregistrer comme ça. Puis, parce que Bresh, c'est quand même ça. Hein, ça va s'éclater un peu sur différents formats. Fait qu'il va y avoir des textes, il va y avoir bientôt des podcasts, il va y avoir des expériences. Ça va prendre vraiment différentes formes. Puis, une de ces formes-là, ça va être le podcast. Absolument. Puis là, si on rentre dans le vif... Déjà, on rentre déjà dans le vif. Le vif du sujet. D'où ça vient, Bresh? Comment est-ce que Bresh est né? Ben, c'était... J'ai été pas mal... C'est pas mal toi. J'ai été impliquée dans ça. C'est pas mal toi à la naissance. Fait oui. De l'intention, parce que Bresh est venu quand même pas mal plus tard. Oui, mais... le nom Bresh est apparu plus tard, mais effectivement, il y avait quelque chose qui était déjà... qui prenait forme, là. Tu dirais que c'est quand l'année... Tu sais, mettons que tu penses à... Parce que tu vas en parler, tu as été dans ce processus. Mettons que tu voulais mettre une année, là, où est-ce qu'il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé dans l'énergie, là. Ben, je dirais que c'est l'année 2021. En fait, on peut dire qu'il y en a eu plusieurs. Il y a le moment où... ça, c'est intéressant. Il y a eu le moment où il y a eu la rencontre des sœurs, tu sais, parce que moi, je pouvais avoir toutes sortes de préjugés là, par rapport à la religion, par rapport à l'engagement religieux. Puis là, ben, j'avais à étudier le lieu de l'Hôtel-Dieu avec le couvent des Hospitalières. Puis c'est là que j'ai rencontré les sœurs. Puis ça, c'était au tout début de cette réflexion-là, en 2012, là, sur l'énoncé de la valeur patrimoniale de l'Hôtel-Dieu.
Tu travaillais pour la Ville de Montréal. Je travaillais pour la Ville de Montréal à la division du patrimoine. Puis là, on avait constitué un petit groupe d'études sur justement ce lieu-là. Il y avait toutes sortes de gens de différents milieux qui étaient là. Puis il y avait, entre autres, 2 religieuses qui étaient là. Puis là, j'ai rencontré des personnes vivantes, complètement dédiées à quelque chose, puis ancrées dans quelque chose qui venait du 17e siècle et puis qui avait une fidélité là à une mission qui leur avait été confiée. Puis ça m'a bouleversée, en fait. Ça m'a troublée parce que je me suis rendu compte de la beauté de cet engagement-là, de cette profondeur-là. Puis j'ai été très touchée de ça, en fait. Puis donc, ça a été pour moi le début d'une relation de sens, je dirais, avec les hospitalières. Puis c'est ça, donc en 2012, en 2016, on a sorti l'énoncé de l'intérêt patrimonial de l'Hôtel-Dieu. Puis là, il y a eu un processus, la Ville a acheté le couvent et tout ça. Puis la Ville a commencé, s'est donné une sorte de cadre pour réfléchir, puis à la fois réfléchir, mais aussi pour commencer à requalifier le bâtiment. Puis a fait appel à Entremise, qui est encore ici, là, qui est le gestionnaire immobilier alternatif, si on peut dire, qui voit à faire que tout ça fonctionne, donc qui gère l'espace pour la Ville de Montréal, qui est le propriétaire. Mais en ce qui concernait les sœurs, ça a été en 2021 un mandat qui a été confié par la Ville à la division du patrimoine de réfléchir à une intention pour requalifier le lieu. Puis c'est là que, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tenu une conversation avec toutes sortes de gens qui correspondaient, on pourrait dire, à différents volets de l'action des sœurs, mais transposés aujourd'hui. Donc, on avait fait faire une cartographie des acteurs de cet environnement-là, puis on avait choisi différents acteurs qu'on avait réunis en 3 conversations, d'où on vient, donc l'aspect plus patrimonial, où est-ce qu'on est, puis où est-ce qu'on peut aller. Donc, on avait des gens de différents qu'on avait regroupés autour de ce questionnement-là. Puis ça a donné la mission qui aujourd'hui est la mission qui est affichée à l'entrée du bâtiment. Mais moi, à ce moment-là, c'est là que moi, j'ai terminé ma mission à la Ville de Montréal, si on peut dire, puis que j'ai quitté la Ville et que c'est là que les sœurs sont venues me chercher pour continuer, en fait, cette démarche de sens-là qu'elles voulaient poursuivre. Donc, c'est comme ça que le projet est né. Fait que, donc, à partir de là, il y a eu un petit noyau de base qui a commencé à réfléchir à qu'est-ce que pouvait être une proposition pour continuer ça, mais dans un cadre complètement différent. Comment est-ce qu'on pouvait actualiser cette mission-là des sœurs, qui était leur charisme, d'être libre pour aimer, pour servir. Mais donc, ça a donné une première proposition. Ça a donné lieu à un appel de candidature pour trouver des gens qui pouvaient embarquer dans ce bateau-là, qui pouvaient être intéressés par cette aventure-là. Puis c'est là que il y a eu différentes personnes qui ont répondu, mais entre autres toi, Charlotte, qui a été interpellée par cette proposition-là. Puis c'est ça, là, comment est-ce que toi, tu l'as... comment est-ce que toi, tu as reçu ça? Je pense qu'une des raisons pourquoi on fait le podcast, c'est parce que des fois, le projet il est un peu... périlleux, un peu mystérieux, un peu difficile à comprendre. Puis je pense que, tu sais, autant qu'il l'est, autant que c'est ça, il y a quand même une proposition vraiment intéressante. Puis c'est ça qui m'a vraiment appelée là, dans cette offre de proposition-là que j'ai vu passer sur LinkedIn. Mais c'était vraiment le côté très mystérieux, le côté aussi assez curieux de vouloir justement actualiser un projet religieux, mais dans une perspective complètement laïque. Comment on fait ça? Comment ça peut ouvrir justement des perspectives? Puis comment cette réflexion-là, en tout cas, moi, j'avais jamais vraiment été en contact avec des projets qui avaient fait ce genre de processus-là. Donc, je trouvais ça vraiment... je trouvais ça dynamisant, puis en même temps, je trouvais que ça pouvait donner lieu vraiment à quelque chose d'intéressant. Puis là, quand je suis venue vous rencontrer à la Cité, puis que je suis rentrée dans le magnifique hall de la Cité, qui était vraiment lumineux cette journée-là, puis
puis que j'ai lu, en fait, le truc patrimonial, je ne sais pas comment appeler ça, mais la mission patrimoniale qui est à l'entrée, j'ai fait « Oh wow, il y a vraiment quelque chose de particulier ici. » Puis il y avait vraiment la phrase, puis je te l'ai montré tantôt, mais la phrase sur le laboratoire de guérison qui me fait comme « C'est ça qu'on a besoin en ce moment, puis c'est sur ça que je veux travailler, puis c'est ça qui m'appelle. » Puis après ça, ben rentrer dans le lieu, je pense que ça, c'est quelque chose aussi qu'on a vécu dans la dernière année avec les activités qu'on a déjà organisées avec Brèche, mais c'est vraiment un lieu qui a une énergie particulière, qui est vraiment... moi, je pense qu'on sent le soin ou la chaleur des hospitalières, des infirmières qui ont travaillé entre ces murs-là pendant des générations. Fait que je me suis dit, ben... j'ai le goût de travailler à ça. J'ai le goût de travailler dans un espace qui a ces vibrations-là puis qui est porté par quelque chose de vraiment particulier. Puis, tu sais, je pense que c'est ça. Moi, je venais quand même d'un parcours assez intellectuel, critique, militant. Puis, j'avais envie d'investir des endroits qui étaient peut-être un peu à la marge ou un peu alternatifs parce que j'ai encore la conviction que c'est là qu'il y a vraiment de la place pour la créativité, qu'il y a de la place pour des projets qui font vraiment du sens puis qui répondent aux enjeux actuels. Fait que c'est vraiment ça qui m'avait porté à postuler. Puis après ça, ben on est rentré dans un gros no man's land de questionnement pour savoir qu'est-ce que ça allait être, ce projet-là, parce que il n'y avait pas de nom, il y avait comme une intention très large, mais on ne savait pas trop vers où on s'en allait. Puis vous aviez quand même embauché plusieurs personnes. Fait que ça a été quand même un début de projet très, très particulier. Je ne sais pas, toi, comme... Oui, tout à fait. Sur le fait qu'il soit particulier, il n'y a pas de doute. Mais je dirais que c'était... l'intention, c'était, et comme tu dis bien, c'était cette idée-là du laboratoire de guérison puis de connexion collective. Puis, mais comment est-ce que ça s'incarnait? Comment est-ce que ça se manifestait? Puis là, ben, on avait, je dirais qu'il y avait comme une sorte de recherche où chaque personne qui était arrivée avait tiré un peu dans une direction. Plutôt, il y avait vraiment un manque de cohésion là dans la clarification de l'intention, puis dans le processus aussi là, c'était pas un processus qui permettait vraiment de clarifier facilement cette intention-là. Fait que finalement, il y a eu comme une sorte on pourrait dire de vie, on peut dire naturelle. Ça arrive beaucoup aux projets qui démarrent, qu'il y a des gens qui finalement se sentent pas interpellés par la mission qui est là, telle qu'elle est en train de s'incarner. Donc, il y a des gens qui ont quitté, puis finalement, c'est ça, là, on est resté, toi et moi, puis on s'est dit, comment est-ce qu'on apporte cette mission-là? Puis on sentait qu'on l'apportait de la même façon, là. On sentait qu'on avait cette idée-là de, justement, comme tu dis, d'être aux frontières d'une époque qui était révolue, aux frontières d'une époque qui est en train de s'effondrer, on peut dire, ou en tout cas beaucoup d'institutions qui s'effondrent, puis aussi à la recherche de choses qui parlent profondément, puis qui... alors c'est là que chacune de notre côté, on est arrivé aussi avec... tout ce qu'on avait, tout ce qu'on a accumulé ou tout ce qu'on est allé chercher par ailleurs dans nos vies de réflexion sur la spiritualité, on peut dire, mais aussi sur la présence, sur la manière de connecter, sur la manière de regarder la réalité puis de la questionner. Puis dans un lieu qui était effectivement à notre disposition, puis qui a beaucoup d'intérêt. Il y a plusieurs types de salles, il y a un grand jardin, il y a vraiment... puis il y a cette énergie-là qui signe, en fait, le projet, puis l'énergie du lieu, là, si on peut dire. Donc... Et donc, ça me ramenait à la question du sens, le sens de la vie, mais je trouve qu'il y a donc la présence, et je me demandais, la présence à la beauté de la nature ou de ce qui nous entoure. C'est peut-être aussi une façon de comprendre notre inscription dans le monde, d'apprécier notre moment sur Terre, parce qu'on sait qu'il sera fini et on ne comprend pas toutes les règles qui nous régissent, mais on est capable d'en percevoir la beauté. Il y a comme un sens
qui nous échappe, mais qui nous nourrit en même temps. Je pense qu'il y avait aussi une des choses aussi qui a été vraiment dans les balbutiements du projet avant même que ce soit Brèche, là, qu'on arrive au nom. C'était ce rapport-là avec le religieux. Comment qu'on gère cette tradition-là qu'on a un peu dans notre patrimoine à différents égards, mais comment on... Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on le réfléchit aujourd'hui? Comment on prend les préjugés qu'on peut avoir? Comment ces préjugés-là sont basés sur des horreurs ou sur des belles histoires? Tu sais, qu'est-ce qui est derrière tous nos ressentis, en fait, face à la religion? Puis, fait que je pense, moi, en tout cas, ce processus-là, autant qu'il a été des fois un peu incohérent puis cacophonique dans les premières réflexions qu'on avait avec le projet, mais ça nous a vraiment permis, à tâtons, de vraiment venir trouver, là, était où plus précisément l'intention du projet, mais aussi comment on allait porter de manière très humble, mais en même temps de manière vraiment incarnée, ce besoin-là d'avoir un projet qui s'intéresse à la spiritualité aujourd'hui, tu sais. Puis ça, je pense que c'est ça aussi qui a fait en sorte que, bon, il y a des gens qui étaient plus ou moins à l'aise, plus à l'aise, moins à l'aise. Puis là, il y a comme vraiment eu, comme tu dis, quelque chose d'organique là, qui s'est créé autour du projet. Puis là, après ça, ben moi, en tout cas, je sentais qu'une des choses qui nous a vraiment liés dans cette réflexion-là, c'était aussi le point de vue critique, des approches critiques, comment les approches critiques ou la théorie critique dans les dernières peut-être 40 ou 50 ans nous ont permis de développer des lunettes pour comprendre la réalité, pour comprendre le social, puis comment ces lunettes-là nous permettent justement d'avoir une conscience de plus en plus grande du monde dans lequel on est, des gens qui nous entourent, de nos relations, des rapports de pouvoir qui s'incrustent dans nos relations, dans nos manières de penser, dans nos manières de faire, puis comment, toutes ces prises de conscience-là, éventuellement, nécessitent un projet ou en tout cas des institutions qui sont capables de travailler avec ça, puis de travailler à améliorer notre manière d'être en connexion, d'être dans le monde. Puis je pense qu'avec ça, là, on a comme pu faire du chemin, puis on a vraiment trouvé, en fait, le filon du projet. Tout à fait. Puis je dirais aussi que le fait que toutes les deux, on avait au départ, en tout cas, une posture un peu de résistance par rapport à la religion, par rapport aux congrégations religieuses et tout ça, puis que cette posture-là, devant la réalité de la rencontre avec des femmes exceptionnelles, on pouvait dire, avec des sœurs qui étaient qui avaient consacré leur vie à prendre soin, qui étaient capables d'en parler, qui étaient transformées par ça aussi, tu sais, puis qu'on pouvait nous-mêmes assister à ça. C'est ça, là. Ça, c'était aussi la réalité de l'expérience qu'on vivait, d'être face à cette réalité humaine-là, en même temps que critique de tout ce qui a pu se passer autour des congrégations religieuses puis de la religion au Québec en particulier, là, où ça a été tellement marquant puis souvent aliénant, là, tu sais. Donc là, c'était vraiment comme une rencontre vraie qu'on faisait avec ce groupe de femmes-là, ces hospitalières-là, puis cette écoute-là qu'on avait de cette mission-là qui est immense, tu sais, de se libérer, on peut dire justement, qui est une des choses que la théorie critique nous invite à faire, vraiment de s'affranchir de toutes sortes de choses pour justement être capable d'aimer puis être capable de servir, tu sais. Donc, si on donne un sens actuel à ça aujourd'hui, c'est comme on n'a pas fini de l'explorer. Parce que c'est très difficile. Aujourd'hui, on est plus capable de parler de spiritualité, mais il n'y a pas si longtemps, c'était vraiment très teinté ou très coloré, puis on
on n'est pas d'aucune école, on n'est pas d'aucune, on n'est pas d'aucune affiliation, on n'est pas. Donc, c'était vraiment important pour nous de garder ça aussi, ce fait-là qu'on n'est pas affilié à quoi que ce soit là. Comment que on est capable de communiquer ça, qu'on n'est pas affilié. Puis je pense qu'on est encore en train de le faire, mais ça allait beaucoup mobiliser nos premiers mois de travail, comment qu'on communique ça, qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant, puis c'était vraiment pointilleux sur comment le faire pour que ce soit bien fait puis qu'on soit bien entendu dans ça. Puis je pense que c'est ça. Je pense qu'on continue de poursuivre ça aujourd'hui. Mais j'ai le goût de dire que c'est ça. C'est autant qu'il y avait un travail de détachement par rapport à l'institution religieuse, autant qu'il y a eu un rapprochement qu'on a eu avec les sœurs en tant que femmes, en tant que personnes, en tant que... On est quand même allé plusieurs fois faire des rencontres avec les sœurs, puis de voir comment ces femmes-là sont portées, puis ont été portées par le soin, puis par organiser ce couvent-là. Elles ont tenu ce lieu-là, elles ont tenu... cette motivation-là en tant qu'infirmière, en tant que femme qui offrait des soins pendant des générations, c'était comme, OK, ben on est capable de faire ce petit projet-là sur la spiritualité. Je pense que comme on avait comme cette motivation-là aussi. Ben on a cette motivation-là derrière nous. Moi, souvent, je repense à ces femmes-là puis je me dis, bon, ben je pense si on était capable, on est capable, là. Oui, puis il y a quelque chose de profondément inspirant là-dedans, puis il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'écoute puis de la présence, là, tu sais. Ouais. Fait que, alors, nous, c'est comme si on est invité à transposer sans être des infirmières, parce qu'on prend pas soin des corps, on prend pas soin mais on se dit qu'on a besoin de prendre soin de notre monde, par exemple. Puis c'est dans ce sens-là qu'on transpose puis qu'on réinvente un peu cette mission-là en lui donnant des chemins qui sont nos chemins actuels. Mais une des choses qui est vraiment importante, c'est cette notion-là de la rencontre. Autant la religieuse qui soignait rencontrait le patient, mais rencontrait profondément le patient dans toutes ses dimensions, autant nous, on essaye que les rencontres qu'on organise, les rencontres auxquelles on participe, les rencontres que ça soit des rencontres qui aient cette dimension-là de profondeur puis de potentiel de transformation. Parce que c'est ça, là, ces brèches potentielles transformateurs, ça veut dire que la moindre chose qui nous amène à avoir une conscience qui peut apparaître dans un moment surprenant, un moment qu'on n'a pas... mais c'est quelque chose qui fait son chemin en nous. Et puis, ben, la maladie, on peut dire, ou la grande vulnérabilité qui vient avec la maladie, c'est une porte ouverte là, à ces prises de conscience-là. Mais on peut dire que nous, dans notre monde aujourd'hui, ben on est tous un peu très vulnérables. On est en posture de perte de repères, de quête de sens. Il y a de plus en plus d'anxiété à toutes sortes de niveaux qu'on constate, puis les problèmes de santé mentale sont en nette augmentation. Là, c'est comme... fait qu'il y a un soin à apporter à quelque chose qui est... ce qui nous lie les uns aux autres, puis ce qui était le sens de la religion, de relier, puis mais nous, on prend soin autrement là, de cet espace-là de connexion, là, dans la mesure où on le peut, mais toujours en misant sur ces rencontres-là. Différents contextes donnent différents types de présence. Puis là, on essaie de définir la présence, mais peut-être qu'il y a différents types en contexte. En pensant à des groupes, des populations, des personnes marginalisées, ben ces personnes, ces groupes sont pas passifs face à leur environnement puis face aux autres. Puis pour moi, la présence, c'est aussi cette capacité de réagir face à son environnement puis aux relations. Donc, toute la notion je trouve ça intéressant de réfléchir à la notion de résistance aussi dans ce contexte-là. Comment
comment cette résistance-là, face encore une fois à un monde qui peut être hostile, est impossible sans une certaine présence puis une certaine lucidité face à ce qui se passe autour de nous. La présence se situe aussi au niveau d'un être, de l'être, et l'être habité. Et quand je parle de l'être habité, pour moi, c'est là que je rejoins les deux. Même si j'ai un manque, même si j'ai mes besoins, les besoins de Maslow, de base, il n'y a pas eu de réponse comme on le souhaiterait dans notre monde occidental. Le mystère de la présence existe quand même. Je pense que ça fait comme 1 an, jour pour jour presque, on est arrivé avec le nom Brèche, tu sais, fait que ça faisait quand même, on a commencé à travailler sur ces questions-là en janvier, puis ça a pris presque 3 mois avant qu'on arrive vraiment à comme, OK, qu'est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va se situer, tu sais, puis on savait pas trop comment, mais on se situe vraiment à cette espèce d'intersection-là ou à une espèce de entre-deux. Justement, tantôt, tu disais le monde qui s'effondre, un monde passé où est-ce qu'il y avait, du colonialisme, beaucoup de rapports de pouvoir qui étaient très tordus. Puis on devient de plus en plus conscient de ça, mais comment on fait autre chose? On n'a pas la réponse encore. Fait qu'on est comme un peu dans les antres, puis on est dans des brèches, en fait, puis c'est comme ce filon-là qu'on a comme un peu tâtonné pendant plusieurs mois, puis qu'à un moment donné, on a fait hey, c'est brèche. OK, ouais, brèche, ça fonctionne. Puis là, on dirait qu'on l'utilise à plein de saveurs de plus en plus dans notre projet parce qu'il est vraiment porteur de aussi cette mission-là qu'on se donne à comme surprendre, à être souvent entre des choses, de vouloir mélanger aussi différentes postures. Fait que, tu sais, c'est cette rencontre-là, mais c'est cette rencontre-là toujours avec quelque chose qui est un peu en dehors de nous aussi, qui est un peu dans une perspective qui va peut-être nous rendre des fois un peu inconfortables, mais qui peut nous transformer. Fait que c'est la rencontre, mais c'est la rencontre un peu dans l'inconnu aussi, je pense, ou dans le surprenant. Absolument. Puis vraiment beaucoup dans l'inconnu, en fait, parce que une des choses qu'on s'aperçoit, puis qui se produit dans les conversations qu'on organise, puis on pourra en parler plus de la méthodologie, mais c'est cette idée-là qu'il y a quelque chose qui peut apparaître dans la magie de la rencontre, dans la puissance de la rencontre qui n'était pas prévue. Puis c'est comme vraiment ces brèches-là sont porteuses de lumière nouvelle, d'éclairage, de prise de conscience, puis cette façon-là d'aller dans le non-savoir. On cherche une ou des vérités, puis qu'on se détache un peu de c'est ce que je pense pour me laisser un peu émerger quelque chose. Je pense que ça fait partie de la présence aussi. Ne pas savoir, ça me parle aussi, je le relance. Dans le non-savoir, justement, quand on disait les gens n'arrivent pas préparés à nos rencontres, ou tu sais, on veut pas qu'ils arrivent préparés à nos rencontres, on veut être capable de miser sur ce qui va apparaître dans les rencontres. Puis ça, ben, c'est vraiment la création de ces rencontres-là comme des attracteurs qui nous sortent de nos postures habituelles, de nos façons, de nos perspectives, de notre manière de découper la réalité pour être capable d'être un peu justement bréché, comme on dit, mais d'être un peu déplacé. Puis c'est notre stratégie toujours de faire des déplacements doux pour être capable de justement amener à regarder un peu en oblique les choses qu'on est habitué de regarder peut-être frontalement, mais ce regard oblique-là nous amène ailleurs. Puis je pense que ça déjoue beaucoup les préjugés, en fait. Tu sais, je pense qu'il y a une des choses qui mobilisait aussi beaucoup la réflexion au début du projet, c'était comme toute la question de la polarisation
auxquelles on assiste en ce moment, autant dans le monde politique, mais même dans nos vies personnelles, de sentir qu'on est vraiment dans des opposés idéologiques souvent, puis qu'on voit pas nécessairement de lieu de communication ou même de lieu où on pourrait s'entendre. Puis c'était, tu sais, notre réflexion, c'était comment on peut prendre des angles nouveaux ou comment on peut déplacer notre regard pour essayer d'être capable de voir la perspective de l'autre sur un autre angle, tu sais. Puis je pense que c'est un peu ça qu'on tente de faire avec Brèche. Puis là, on est encore au début du projet, mais c'était quand même, tu sais, on l'a vu, en fait, on a organisé là, des conversations en 2024. Puis, tu sais, l'idée, justement, d'aller chercher des personnes qui étaient dans des perspectives différentes. Puis, on le savait des fois que ces perspectives-là allaient peut-être donner place à, peut-être pas du conflit, mais quand même des approches qui pouvaient être un peu conflictuelles, mais de mettre en place des choses dans ces conversations-là qui allaient permettre de pouvoir déplacer un peu le regard ou en tout cas déplacer l'identité des gens ou la perspective idéologique des gens pour voir s'ils ne pouvaient pas avoir des nouveaux terrains d'entente qui se créent à partir de ces déplacements-là. Puis c'est ça un peu les brèches, je pense, qu'on essaie de pressentir ou qu'on essaie de mettre de l'avant, mais toujours dans beaucoup de douceur, beaucoup de soutien, parce que on va utiliser l'art, on va utiliser la créativité, on va utiliser des formes qui viennent nous faire plaisir aussi, puis qui viennent nous chercher beaucoup de nos émotions pour essayer de placer un peu des terrains qui sont fertiles à justement pas avoir trop peur de changer de place, pas avoir trop peur d'être capable de nommer qu'on n'est pas confortable, pas avoir trop peur aussi de confronter l'autre, mais dans une perspective de compréhension puis de dialogue. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on a commencé à faire avec les conversations en 2024, mais qui veut être quand même vraiment au cœur de la méthodologie de Brèche puis de ce qu'on veut faire. Ah ouais, absolument. De vraiment développer cette qualité d'écoute-là qui, on s'en est rendu compte, libère la parole. Tu sais, que quand on arrive à mettre en place un contenant qui est vraiment fertile, qui laisse à chacune la possibilité de parler, mais ça laisse aussi toute la puissance de l'écoute qui finalement tire la parole. Donc, les gens peuvent se mettre à dire des choses qu'ils auraient pas dit dans d'autres circonstances et tout ça. Donc, ça fait partie de ce qui est aussi la richesse de ces contenants-là qui sont bienveillants, on peut dire, mais qui sont aussi le fait qu'on introduit de la musique souvent, le fait qu'il y a quelque chose qui est surprenant dans le contexte qu'on crée qui laisse ouvertes des possibilités qui sont pas courantes là, dans des réunions, dans des bureaux, dans des forums ou des congrès. Tu sais, fait que il y a une notion de confiance aussi, puis c'est cette confiance-là qui, une fois qu'elle est installée, permet aux participants de prendre des risques, de s'avancer, de se rendre vulnérables, d'être plus... Puis c'est contagieux. C'est ça qu'on a vu aussi, qu'à partir du moment où les gens embarquent dans une dynamique comme ça, il y a quelque chose de contagieux, puis il y a quelque chose aussi qui rend heureux. Parce que justement, tu sors de ce que tu connais, puis il y a quelque chose de curieux en nous qui est très heureux de vivre des choses comme ça, puis d'être témoin de choses comme ça aussi. La curiosité, d'ailleurs, c'est un des gros moteurs de notre projet parce que c'est ce qui amène les gens qui n'ont pas tous les tenants aboutissants à dire « Oh oui, j'y vais pareil ». Tu sais, puis ça, ben c'est vraiment ça qui est la partie vivante là, qui participe à... Puis c'est cette partie-là qu'on va chercher dans nos méthodologies, en tout cas. Puis je trouve que un des moteurs de cette curiosité-là, en tout cas pour moi, dans ce projet-là, puis je pense qu'on l'a vu récemment, puisqu'on a fait des offres d'emploi, puis là, on a reçu beaucoup de lettres de motivation, puis on voit que les gens, il y a plusieurs personnes qui résonnent avec le projet de cette perspective-là, qui est la perspective aussi du monde dans lequel on est présentement. Je pense que le projet est vraiment... on en discutait il y a 1 an quand on a commencé à réfléchir au projet. Puis là, moi, je peux pas croire qu'1 an plus tard, on est rendu où on est là. Mais c'est cette réponse-là
par rapport à ce qui se passe, on le sent qu'on a besoin d'avoir des milieux où est-ce qu'on connecte sur une profondeur qui est plus grande que ce qu'on a l'habitude de connecter quand on est dans des milieux professionnels ou dans des milieux qui sont souvent institutionnels, qui sont souvent très professionnalisants, puis qui sont des lieux qui sont super corrects, mais que là, on a besoin de vraiment sentir qu'on a des liens, qu'on développe ces liens-là, qu'on est dans des communautés, qu'on est avec des gens, qu'on est capable aussi d'être soutenu dans ce qui est en train de se passer. Fait que je pense qu'il y a cette curiosité-là qui est souvent mobilisée par un besoin, justement, de sentir qu'il y a plus grand que juste aller travailler puis aller boire une bière dans un 5 à 7 le vendredi. Il peut y avoir d'autres choses. Il peut y avoir des milieux où est-ce qu'on est nourri puis où est-ce qu'on a de la place pour échanger sur des questions plus profondes avec des gens qui sont pas nécessairement nos plus grands amis, puis qu'on peut justement avoir ces échanges-là. Puis je pense que c'est un peu ça aussi, d'où vient la curiosité pour le projet. C'est ce besoin-là qu'on veut essayer, ou qu'on va tenter auquel on va tenter de répondre. Hein. Oui, puis c'est-à-dire que c'est comme si on s'engageait tous dans le chemin ensemble, mais il n'y a pas de réponse. Tu sais, on donne pas de réponse, mais on est ensemble dans le bateau. Tu sais, c'est qu'il y a quelque chose comme ça dans cette... moi, j'aime ça l'appeler l'aventure parce que c'est ça, là, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui se termine sur voici la réponse à la question que nous avons posée aujourd'hui. Non, c'est vraiment plus voici les ouvertures que nous avons explorées, voici les pistes. Puis c'est intéressant parce que il y a des participants de nos conversations qui vont nous offrir des textes là dont le point de départ est justement la conversation puis ce qui a été discuté ou abordé à ce moment-là. Donc, c'est aussi quelque chose qui est un déclencheur de réflexion ultérieure puis de réflexion dans des cadres qui sont pas les cadres institutionnels, qui sont pas les cadres, mais des cadres de partage de ces prises de conscience-là puis de ce savoir-là qui apparaît. Tu sais. Donc, on est dans une recherche commune. Puis Brèche, c'est un peu comme une boule de neige, là. Tu sais, c'est comme, alors, il y a ça qui est trouvé ici, ça, c'est comme, ça va nourrir telle chose-là, ça va nourrir telle autre chose. Ah, j'ai entendu ça, tu sais. Puis c'est comme, il y a beaucoup de poésie dans tout ça aussi, là. Tu sais, il y a beaucoup de lumière, de poésie, de choses qui... tu pars avec comme une perle, là, tu sais, puis tu vas dire... puis c'était ça un peu, là, qu'on a voulu faire quand on a rendu compte de la première année de Brèche en faisant comme un petit résumé de notre parcours, mais c'était un peu quelles sont les perles qu'on a récoltées. Puis c'est là qu'on s'est dit aussi, nos podcasts pourraient être aussi l'occasion d'entendre de ces prises de conscience-là, puis avec l'énergie dans lequel la prise de conscience se passe, là, qui est comme, il y a quelque chose de... On dirait que je pense à tout ce qu'on dit, puis là, je me dis, c'est un peu typique de la dynamique, puis là, je suis comme, oh my God, on est tellement parti dans la théorie de qu'est-ce qui est Brèche, mais on n'a même pas dit, c'est quoi qu'on fait? Comme on est comme... Mais comme ultimement... Concrètement, on dirait que j'ai quand même le goût de le dire. On a beaucoup réfléchi, comme on l'a dit, mais on a quand même organisé 4 conversations. Oui. 4 conversations en 2024 avec des gens de différents milieux qui sont venus à la Cité, des hospitalières en transition. Ils arrivaient le matin à la Cité. Il était des groupes entre une dizaine de personnes, 10 à 12 personnes. Puis, il y avait toujours une petite surprise musicale à leur arrivée. Puis ensuite de ça, on s'assoyait. Puis pendant 2h30, il y avait une conversation très libre sur une thématique. Puis, en fait, Brèche s'organise autour toujours d'une thématique. C'est ça l'objectif du projet. Fait que c'est d'avoir cette thématique-là puis de un peu l'explorer à travers des conversations, puis à travers des expériences, puis à travers une conférence grand public d'une personne qui, d'habitude, a un rayonnement assez international, qui va pouvoir justement parler de son travail qui est toujours en lien avec cette thématique-là. Donc, le projet est assez flou, il peut prendre différentes formes, puis en même temps, il est toujours ancré sur une thématique. Puis la première thématique qu'on a choisie
pour Brèche, c'est la présence. Puis là, on l'a même pas mis dans nos points à parler aujourd'hui, mais oui, pourquoi? Oui, es-tu là? Elle est là. Ah oui, la thématique oui, de la présence. Oui. Ben, oui, tout à fait. Puis ben, on l'a pris parce qu'on s'est dit justement que c'était une thématique qui était tellement polysémique, on pouvait tellement l'explorer de toutes sortes de façons qu'on s'est dit, ben ça c'est porteur, tu sais, pour le regard de Brèche. Puis après ça, ben c'est cette idée-là d'esthétique relationnelle où est-ce qu'on invite des gens avec des points de vue très, très, très différents, comme on construit un kaléidoscope, puis on met ces gens-là autour de la table, puis on a une structure minimaliste pour cette conversation-là, cette série de conversations-là, qui sont, par exemple, sur la présence. Qu'est-ce que c'est la présence pour vous? Comment? Puis là, ben donc, ça a une dimension très personnelle, en même temps qu'une dimension qui peut être plus théorique ou plus... il peut y avoir des références. Il y a plusieurs personnes qui nous ont parlé de Eckhart Tolle, qui avaient parlé de la présence. Mais bon, mais les gens qu'on a invités étaient tous des gens qui avaient, d'une certaine façon, exploré le thème de la présence dans leur travail ou dans leur profession ou dans leurs écrits. Puis, à partir de là, il y avait qu'est-ce que la présence, sommairement. Après ça, qu'est-ce qui freine la présence? Qu'est-ce qui l'empêche? Qu'est-ce qui la réduit? Qu'est-ce qui nous empêche d'être présent? Bon, puis là, bien évidemment, on peut penser au trauma, on peut penser à toutes sortes de choses qui vont venir nous limiter. Le fait qu'on ne sait pas, des fois, être juste présent. Et puis enfin, ben, qu'est-ce que c'est qui libère la présence, autant individuellement que collectivement? Donc, ça, c'était comme la structure de base là, de ces échanges-là, avec 3 groupes principaux, on pourrait dire. Le premier sur la présence ou la focale, si on peut dire, était sur la présence comme telle. Le deuxième plus sur les freins, puis peut-être le troisième plus sur comment la libérer, la présence, à travers des gens qui avaient une pratique spirituelle de différents types et tout ça. Puis bon. Fait que c'était comme... mais tout ça était très, très fluide, finalement, là, tu sais. Puis c'est ça qui était... fait que ça nous a montré que cette esthétique relationnelle-là fonctionne, que c'est important qu'il y ait comme des choses qui soient en résonance, mais en même temps en tension. C'est ça, c'était de la mettre en mouvement dans un cadre. Puis tu sais, c'est ça, il y avait un petit repas, il y avait comme, tu sais, il y avait vraiment comme le soin qu'on prenait là, des gens qui étaient là, qui étaient comme vraiment invités à faire un voyage dans une salle qui était l'ancien réfectoire des hospitalières là, à une certaine époque, donc qui était un lieu qui avait encore beaucoup de signification, beaucoup de traces. Puis je pense qu'il y avait quand même, tu sais, dans d'une perspective plus large aussi, d'organiser ces conversations-là, en tout cas en 2024, c'était aussi de faire connaître le lieu. Je pense qu'il y a quand même ce souci-là aussi par rapport à la mission que les sœurs, en fait, par rapport aux sœurs, tu sais, pour elles, c'est quand même vraiment important que ce lieu-là reste un lieu où il y a une réflexion sur la spiritualité. Je pense qu'elles sont prêtes à laisser beaucoup de choses de côté par rapport à la religion, par rapport à ce besoin-là très institutionnel qui encadrait les questions spirituelles, mais de garder cette intention-là que la cité soit un espace où ces questionnements-là, puis ce cheminement-là puisse avoir des espaces où ça se passe collectivement et individuellement. Puis je pense que pour nous, c'est vraiment un souci aussi à Brèche de faire continuer à vivre ça dans la cité, puis de nourrir ça, puis de faire connaître ce lieu-là avec cette intention-là. Fait que c'était aussi ça l'un des objectifs de ces conversations-là, d'aller chercher vraiment des gens qui sont dans différents milieux, qui ont déjà soit des pratiques spirituelles, soit vraiment des approches aussi très intellectuelles, donc des chercheurs universitaires, des gens qui ont vraiment des parcours très distincts, de pouvoir se rencontrer dans une perspective d'échange, puis dans une perspective aussi d'aller en profondeur sur un sujet. Puis je pense que c'est ça, il y a ces conversations-là, puis ensuite de ça, ben ces conversations-là inspirent, puis amènent aussi à réfléchir à la thématique plus large de la présence. Puis là, ben là, c'est là qu'on a aussi eu une bonne réflexion sur qui on pouvait inviter, qui avait un statut, entre guillemets, international pour
venir offrir une conférence publique à la Cité. Puis là, oui, c'est là que c'est là qu'on a on s'est dit pourquoi pas Nora Bateson. Puis alors elle venait de sortir en 2023 à l'automne 2023, elle venait de sortir un livre qui s'appelait Combining, dans lequel elle présentait un peu sa méthodologie ou sa manière d'être au monde, puis qui était... Bref, on a trouvé ça très inspirant. On était tout petite de rien, on commençait à exister, puis on l'a contactée, puis... elle a répondu oui, elle a répondu qu'elle voulait venir. Alors, on a eu la confirmation dans le courant de l'été 2024 et puis on l'a rencontrée en septembre 2024 justement pour une conférence qui devait avoir lieu le 20 novembre 2020, qui a eu lieu le 20 novembre 2024. Donc, tout ça se passait très, très vite puis c'était vraiment intéressant de voir à quel point elle résonnait avec notre projet, jusqu'à quel point notre invitation qui pour nous était comme une sorte de geste un peu un acte de foi, on peut dire. C'est avéré, c'est ça, elle a répondu positivement, puis elle a dit qu'elle était très intéressée à venir. Donc là, on a commencé à discuter avec elle. Notre première rencontre avec elle, on a vite vu qu'on ciblait la thématique qui serait abordée. Puis elle nous a proposé une autre activité en plus. Donc, on s'est retrouvés avec deux personnes à organiser 2 activités avec et la conférence grand public et le Warm Data Lab, qui est la pratique qu'elle offre. C'est quand même drôle quand tu y penses, parce que depuis le début, le projet, c'était déjà de toujours avoir un peu ce double regard-là, là, dans le sens où il y avait comme la question des savoirs. Fait que c'est vraiment comme une approche plus conventionnelle où est-ce que, une personne vient parler, puis vient échanger, puis entre guillemets, donne ses savoirs. Puis toujours de l'amalgamer avec une expérience. Fait que cette possibilité-là aussi d'être plus accessible, parce que je pense que c'est un souci de brèche de, justement, avoir différentes méthodes pour rejoindre des gens. C'est pas tout le monde qui a envie d'aller écouter quelqu'un parler en avant. Fait qu'on avait toujours ce souci-là de dire, ça serait bien que ça soit, qu'il y ait toujours ce côté-là expérientiel, d'aller comme, OK, on va essayer. Qu'est-ce que ça veut dire, cette réflexion-là, concrètement? Puis comment on l'expérimente? Puis comment elle se vit? Puis là, nous, on l'avait abordé juste pour une conférence. Puis là, elle était comme, oui, mais moi, je veux faire un Warm Data Lab. Puis en fait, c'est juste complètement en lien avec la vision déjà qu'on avait du projet, qu'on avait encore à ce moment-là vraiment de la misère à bien comme communiquer aux gens, puis qu'on était encore vraiment en train d'essayer de juste l'approprier pour nous-mêmes. Mais il y avait déjà ce souci-là quand elle a entendu parler du projet de dire, oui, je veux venir parler, mais je veux vraiment que vous l'expérimentez à travers le Warm Data. Puis c'est ça qu'on a essayé de mettre en place. Puis en même temps, on avait déjà quand même des réflexes très brèches. Puis on était comme, on veut pas juste qu'elle vienne parler en avant. On veut que les gens aient une expérience quand ils vont venir à la conférence. Fait que là, on a fait notre petit parcours déambulatoire avant la conférence. Fait que, ouais, on a déjà, c'est ça. Il y a quand même toujours un souci de toujours un peu brécher les activités pour qu'elles sortent de la méthode conventionnelle. Nos références, nos référents. Ça, c'est un peu comme l'image d'une fleur qu'on veut. Ah oui, on ouvre les pétales, on s'ouvre le cœur là, comme ça, là, en tirant sa cage thoracique. Là. Puis là, quand le cœur, il lui dit non, attends, c'est trop, là, c'est trop. Puis il se referme, on est comme, non, tu ne devrais pas, là, on reste ouvert, reste ouvert. Hein. Donc c'était quelque chose que dans cette discussion-là, j'avais envie d'amener que la présence, c'est peut-être aussi de respecter cette ouverture et cette fermeture-là. Et ces cycles. Dans une journée, combien de fois ça peut ouvrir, combien de fois ça peut fermer. Peut-être que si on peut être présent à cette ouverture, cette fermeture-là, c'est déjà une partie du chemin.
L'idée d'une pratique, c'est quelque chose qui nous parle beaucoup aussi parce que c'est comme, il faut que les choses s'incarnent. Puis ça, c'est aussi un fil conducteur avec les sœurs parce que elles étaient très incarnées dans les soins puis elles prenaient soin des corps. Puis il y a comme quelque chose qui dans notre monde peut souvent être absent. Puis c'est cet aspect-là de vraiment vivre les choses dans toutes les dimensions. Il y a beaucoup de dissonances cognitives dans notre époque. Oui, absolument. Alors que nous, on essaye de retrouver ces alignements-là où est-ce que toutes les différentes parties de nous sont là en même temps, ou en tout cas, puis que justement, on en éprouve les tensions puis les difficultés, parce que c'est pas toujours simple là, d'être présent puis d'être... ça fait justement, c'est ça qui est le chemin de conscience, c'est de voir jusqu'à quel point il y a de la tension tout le temps, puis mais en même temps, comment qu'on en prend soin. Fait que c'est donc, cette conférence-là avec Nora, ça nous a vraiment lancé dans si on avait des doutes sur ce qu'on allait faire, là, on n'en avait pas parce qu'on s'engageait dans cette aventure-là, dans la chapelle qui était sous-équipée, qui est une chapelle historique. Alors, c'était pas facile à habiter cette chapelle-là puis à tenir un événement-là. Fait qu'il y avait plusieurs obstacles, ou en tout cas plusieurs difficultés, mais je pense que en regardant en rétrospective, je pense qu'on a bien... en tout cas, on a fait un récapitulatif. Il y a eu plusieurs échecs, quand même. Oui. Mais il y a eu plusieurs réussites aussi. Mais je pense que ça a vraiment pas été facile à organiser. Puis en même temps, on l'a fait, puis on vraiment... En fait, c'est juste... Moi, je pense qu'il faut qu'on le dise, là, on n'a vraiment pas écouté la conférence. Non, on était tellement prises par toutes sortes de choses, d'organisation, puis en même temps, on a eu tellement une bonne connexion avec elle, oui. On peut dire, tu sais, qu'il y avait vraiment comme quelque chose qui passait, puis je me disais, tu sais, puis c'est ça. Non, mais elle a été vraiment d'une générosité puis d'une acceptation, parce que c'est ça, il y a eu plusieurs problèmes techniques, on avait des petits problèmes d'organisation, mais... On a réécouté la conférence après, parce que par chance, elle a été captée. Puis ça aussi, on va avoir des extraits, puis bientôt la vidéo. Puis on a vraiment réalisé, en fait, à quel point c'était parlant, en fait, son échange, puis à quel point c'est vraiment en lien avec le projet. Puis je pense que c'est quelque chose qui est vraiment particulier de Brèche. Brèche a sa vie en soi. Il y a moi, il y a toi qui l'investit beaucoup puis qui y travaillons, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe qui est juste le projet, il choisit puis il va de l'avant. Puis s'il y a une idée qui est bonne, elle va se réaliser. S'il y a une idée qu'on n'est pas sûr ou qui est pas juste... il y a souvent des choses assez particulières qui vont se passer, qui vont la prendre de court. Fait qu'il y a vraiment quelque chose de très organique qui se passe. Oui, c'est ça, d'organique presque magique, parce qu'il y a des gens qui nous contactent à des moments qui sont vraiment des moments clés. Oui. Il y a tu sais, c'est comme... on avait besoin de ça. C'est ça. On a reçu un courriel, justement, quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout qui vient nous écrire en lien avec ça. C'est ça. Alors, il y a vraiment des choses... c'est comme si nous-mêmes, dans le fond... on parlait de confiance tantôt, mais c'est comme si nous-mêmes, là, on n'a pas le choix que de se laisser porter, puis de voir que c'est ça, là, ce projet-là, il a sa propre vie, comme tu dis, puis nous, on le suit, puis en même temps, il nous offre des choses, puis il y a aussi un côté... on peut dire au point de vue personnel même, qui est comme un peu un décapant, tu sais, parce que il nous oblige à regarder les choses, puis où est-ce que ça accroche, puis où est-ce qu'il faut faire un saut, puis où est-ce qu'on bloque, où est-ce qu'on est. Alors, ça, c'est vraiment c'est vraiment le chemin spirituel, on pourrait dire, là, tu sais, c'est le chemin où est-ce qu'on se rend compte dans sa limite, mais aussi dans son élan. Son potentiel aussi. Dans son élan, ouais. Tu sais, c'est ça, là, ah oui, on fait ça, OK, on y va. Comment? On va voir.
c'est ça. C'est comme... Puis, il y a eu aussi, parmi nos autres activités en 2024, il y a eu la brèche de minuit, qui a été vraiment comme... qui est comme l'autre volet aussi de brèche, qui est... Ben, c'est vrai, il y a des choses qu'il faut qu'on regarde, mais il y a des choses que, quand on les regarde, ben, on est empli de joie, là. Il y a une célébration. Donc, il y a des choses auxquelles on veille, puis il y a des choses qui nous éveillent aussi, puis qui nous invitent à célébrer. Puis c'est ça, la brèche de minuit, c'est cette fête-là d'une réinterprétation du solstice d'hiver, puis de l'arrivée de la lumière, puis de, tu sais... Puis de l'importance aussi de la musique comme langage universel aussi, tu sais, je pense qu'en ce moment, on est beaucoup pris dans les mots, dans les réflexions, dans les idéologies, puis il y a comme quelque chose aussi, des fois, de se ramener à la musique ou, tu sais, on l'a dit déjà, mais à l'art qui est comme, c'est des espaces où il y a vraiment une communication qui est en dehors, des fois, de schèmes plus mentales, en fait. Puis je pense qu'il y a comme ce souci-là avec la brèche de minuit, d'aller là, de se permettre de pouvoir aller là ensemble. Fait que je pense que ça, c'est comme le... Puis d'y aller toujours avec le kaléidoscope, tu sais, d'y aller toujours avec il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il y a vraiment des propositions musicales très, très, très différentes. Puis en même temps, ben... Hélène, à l'arrivée, elle voulait une chanteuse d'opéra, puis là, tout le monde arrivait, puis on disait mais peut-être un petit groupe R&B qui chante en franglais. Puis là, c'est comme de voir ça. De faire des mix là, de toutes ces choses-là qui... il y a des choses auxquelles on résonne plus, des choses auxquelles on résonne moins, mais je pense que dans cette soirée-là, je pense que tout le monde a résonné pas mal à tout. Tu sais, je pense que c'était comme... les propositions étaient très, très différentes, puis il y avait comme quelque chose qui était comme de passer d'un univers à un autre. Il y avait comme une grande fluidité là-dedans, puis en même temps, il y avait comme un rythme aussi, là, il y avait encore la question toujours de comment se réapproprier ces lieux-là religieux, tu sais, cette chapelle-là avec ce grand crucifix-là, un peu triste en plein milieu, puis en même temps de faire avec, puis tu sais, comme ça fait du bien de voir. En tout cas, moi, personnellement, c'est une des choses qui me fait du bien dans la brèche, c'est de voir que ces lieux-là peuvent être réinvestis avec une diversité, puis en même temps avec quelque chose de quand même, entre guillemets, universel. Tu sais, entre guillemets, hey, on était tous bien ensemble, même si c'était vraiment éclectique, même si il y a tout ce passé-là historique dans ce lieu-là qu'on veut pas invisibiliser, qu'on veut pas non plus passer par-dessus, mais comme comment on réintègre tout ça, puis qu'on continue à célébrer là-dedans, qu'on continue à être souriant là-dedans, je trouve que ça a vraiment fait du bien. Là, Puis il y avait des échos de ça chez les musiciens aussi, là, tu sais, de dire « Ah, wow, c'est le fun de chanter ici, c'est le fun d'être ici, puis parce que c'est vrai, le dôme de la chapelle des Hospitalières est très particulier, il est vraiment magnifique. Puis la manière dont la chapelle avait été mise en valeur avec la lumière, là, le travail de Julie Basse, là, c'était vraiment un travail c'est ça, ça avait constitué vraiment comme un écrin, puis un lieu qui s'animait, là, c'était vraiment magnifique, là, cette mise en valeur-là. Fait que ça, c'est toutes des choses qui font partie aussi comme tu disais tantôt, là, de la mission de Brèche, d'habiter puis de redécouvrir cet espace-là. Puis c'est ça les sœurs sont venues à toutes nos activités aussi. Il y a toujours eu des sœurs qui ont été présentes, une sœur qui a été présente à toutes nos conférences, à toutes nos conversations. Elles étaient là à la conférence, elles étaient là avec la traduction, elles étaient là à la brèche de minuit. Fait qu'il y avait comme une sorte de... Puis il y avait chez elles aussi ce côté joyeux-là de voir que le lieu était vraiment vivant puis habité, puis de toutes sortes de gens. Puis c'était vrai autant
la brèche qui avait attiré toutes sortes de monde que de la conférence de Nora, qui elle aussi avait rejoint toutes sortes de monde. Fait que ça, c'est dans ce sens-là, je pense que, bon, il y a eu toutes sortes de petites choses qui ont été peut-être des irritants, mais il y a eu, tu sais, quelque part, mission accomplie 2024, là. Vraiment, moi, c'est ça. Et puis, beaucoup d'apprentissage là-dedans, puis beaucoup de goût d'entreprendre qu'est-ce qui s'en vient pour l'année prochaine aussi, là, qui est vraiment aussi une année très prometteuse où est-ce qu'on a des collaborations. On va continuer le travail des Warm Data Lab avec les gens que Nora Bateson a formés. Donc, on va continuer de travailler en collaboration avec les gens qui offrent cette pratique-là pour la faire vivre à Montréal. Mais on aura aussi notre propre travail, nos propres conversations, à la fois qu'on va ouvrir cette année. Il y a vraiment ce souci-là cette année de continuer avec la présence, mais vraiment dans un objectif de... Tu sais, je pense qu'on essayait beaucoup de choses, on essayait nos méthodologies, on essayait de voir comment on allait faire les choses, comment on allait prendre soin, comment on allait ficeler toutes ces inspirations-là dans ce projet-là. Puis là, ben, je pense que 2025, c'est vraiment d'asseoir ça, puis d'ouvrir ça, puis de faire connaître le projet, puis de bien s'outiller aussi pour être ouvert à un public diversifié. Là, je pense qu'on est allé vraiment sur invitation, mais on veut bien le faire. On va être maintenant accompagné avec il va y avoir une intervenante dans nos activités. Il y a vraiment ce souci-là de prendre soin à différents niveaux. Puis je pense que ça va vraiment lancer le projet sur une base qui va être solide pour la suite, là. Oui, parce que un des aspects de la mission de Brèche, c'est vraiment de nous outiller aussi. Tu sais, c'est comme c'est un projet d'émancipation, Brèche, mais d'émancipation profonde. Puis les cadres qu'on offre, les contextes qu'on offre sont des contextes expérientiels qui font que tu repars avec quelque chose quand tu as participé à ça. Tu repars avec quelque chose qui t'a appris quelque chose sur toi, sur ton contact avec les autres. Tu sais, c'est comme une expérience assez complète, là. Puis qui donne des outils, mais qui veut aussi donner des permissions. Je pense que c'est beaucoup ça qu'on a vu dans notre première année, cette importance-là de donner de la permission pour justement être créatif, pour justement être... d'oser là, d'aller vers peut-être des nouvelles formes, d'oser aller vers des nouvelles personnes, d'oser, tu sais, puis de donner ça à des gens qui vont participer à nos ateliers, c'est vraiment quelque chose qu'on veut prendre soin, puis qu'on veut s'assurer aussi que c'est fait dans le rythme de chacun, fait comment on outille, puis en même temps, comment qu'on s'assure que tout le monde est bien dans ces processus-là. Je pense que ça, c'est vraiment important. Absolument. C'est un projet qui est, d'une certaine façon, qui est vraiment radical, on peut dire. Puis en même temps, qui est vraiment doux. C'est comme cette façon-là d'être doucement subversif ou doucement... je sais pas, là, qui nous amène, qui veut nous amener ailleurs, nous faire expérimenter d'autres postures, parce que notre rapport au monde est comme plus tellement viable. Fait que c'est comme c'est comme être poli, mais c'est de vraiment être en chemin dans une recherche de d'autres façons, en enlevant nos filtres habituels ou en prenant conscience déjà. C'est la première étape qui nous permet de cheminer. C'est comme de dire, oh boy, comment est-ce que j'ai vu ça? Comment est-ce que je... Puis c'est ce premier contact-là qu'on fait avec ses limites qui nous ouvre à d'autres choses. Fait que c'est vraiment un chemin qui est très humble aussi, là. C'est comme... mais qui est très ambitieux, parce que c'est à la fois les deux, là. C'est vraiment... dans la brèche, vraiment, de s'avancer là courageusement. Puis, ben c'est ça. Fait que la prochaine année, il va y avoir des conversations ouvertes au public. Il va y avoir des rencontres causeries qui sont des petits espaces assez intimes où on va pouvoir échanger avec une personne qui a participé aux conversations qu'on a tenues en 2024. Donc, ça se veut quand même des rencontres assez informelles où est-ce qu'on peut échanger, où est-ce qu'on peut écouter aussi, parler de présence.
On va avoir aussi de la diffusion d'informations à travers plusieurs plateformes, fait que ce soit les podcasts, que ce soit les textes qui vont être sur un Substack Oui. et sur notre site. Puis, il va y avoir une autre brèche de minuit. Une autre conférence. Une autre conférence. Et puis... Des méditations sociales. Oui, c'est vrai. Puis des activités, comme je disais tantôt, avec des collaborations. Donc, avec les Warm Data Lab, mais aussi avec la compagnie de théâtre Création dans la chambre. On parle d'une collaboration là aussi qui va être très, très riche probablement. Là, alors, tout ça, c'est des expérimentations qui s'annoncent super intéressantes et riches. Oui, et qui vont nourrir une future thématique. Qui s'en vient. Qui s'en vient. Mystérieuse. Mais qui va être diffusée, divulguée. Annoncée. À la conférence grand public. À l'automne. À l'automne 2025. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire, Hélène, ou c'est fini, là? Je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon. Yes. C'était Charlotte Biddle et Hélène Gauthier pour Brèche. J'espère que vous avez apprécié cette discussion. On tient à remercier toutes les personnes qui ont participé aux conversations et dont vous avez entendu la voix dans les extraits joués pendant ce balado. Un grand merci également à Gabriel Genet pour la musique originale, jouée lors d'une conversation en 2024. Je suis Xavier Amodeo, à la production et à la technique. Merci et à une prochaine fois.